Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous continuons dans l'attitude de Saint Pie X à propos de la controverse, dans la controverse des frères Scoton à Milan. Le 22 février 1910, Monseigneur Gottardo Scoton accorde une interview malheureuse au correspondant de plusieurs journaux, Corriere della Sera, Gazzettino di Venezia et Giornale di Vicenza, d'où un nouveau tapage de la presse. Alors, le 1er mars, le cardinal Delay écrit au cardinal Ferrari. Il déplore l'interview de Monseigneur Gottardo, auquel ont été faits des reproches. Mais il note clairement que l'erreur de la Riscosa est exploitée par la presse libérale ou libéralisante au dommage de la presse intégrale. Et le point de vue du cardinal Delay était très juste. On voit toujours plus clairement que l'on veut exploiter l'incident. Donc, sous l'apparence de vouloir défendre l'honneur offensé d'un cardinal, on vise à abattre toute cette presse qui suivait toutes les directives pontificales et qui, pour cette raison même, était extrêmement opportune. Donc, cette presse qui est la Riscosa. À ce moment-là, étant donné qu'à partir de cet épisode particulier, on était arrivé à la question générale de principe concernant l'argument qui était brûlant de la presse, Pie X intervient personnellement avec une lettre au cardinal Ferrari du 28 mars 1911 en réponse à la lettre du même cardinal Ferrari du 23 mars. Et le Saint-Père désapprouve les excès de la Riscosa, mais il désapprouve tout autant la réaction qui était née dans des buts bien plus vastes que ceux qui voulaient apparaître, que ceux qui pouvaient apparaître. Et ici, le Saint-Père découvrait au cardinal Ferrari toute son âme et toute sa pensée à propos des journaux dits de pénétration, parmi lesquels l'Unione de Milan, en faisant clairement comprendre qu'il désapprouvait ce journal, qu'il n'approuvait donc pas la propagande qu'on en faisait au sein du clergé. Et on en arrive au fameux point du conflit entre Pie X et le cardinal Ferrari. Celui-ci, dans un discours aux clercs théologiens du 14 avril 1911, aborda la question du journalisme et particulièrement de l'Unione, et il exposa les choses d'une manière objectivement opposée à celle que Pie X lui avait indiquée dans la lettre que pourtant il citait. Et ce discours, qui a été lithographié par les séminaristes, va se répandre dans les diocèses. Alors, mis à part les meilleures intentions du cardinal Ferrari, la chose en soi était grave et personne ne trouverait à redire au fait que Pie X ait pris à ce moment-là des mesures importantes. La ligne de conduite de Saint Pie X est dans ce cas celle des saints. On sent que Pie X est très éprouvé
par le mal en soi, mais sans aucune ombre d'un ressentiment personnel. Et dès que le cardinal Ferrari, à son tour, très peiné lui aussi, demandera pardon de ce qui est arrivé, eh bien, Saint Pédis est prêt à lui pardonner, dit-il, non pas une fois, mais 100 fois. Donc c'est pas, le pape Saint Pédis n'était pas du tout mu par un ressentiment personnel. Donc en conclusion, le cas du cardinal Ferrari, qui fut si retentissant à l'époque de ces faits, et qui est donné aujourd'hui comme l'exemple typique d'un traitement injuste envers les évêques, parce que Pédis se serait laissé dominer par l'influence d'éléments intransigeants, eh bien elle se résout d'une toute autre manière, et la solution se trouve entièrement en faveur de la bonté, de l'équité, de la charité et de la droiture de Pédis. Donc l'accusation est fausse ici, qu'il se serait laissé dominer par des tendances intégristes ou intransigeantes. Certains pourront se demander si Pédis lui-même reconnut que l'Aris Cosa avait dépassé les limites. S'il l'avait reconnu, pourquoi, dans le cœur des protestations qui s'en suivit, ne donna-t-il pas un signe public de réconfort à l'égard du cardinal Ferrari, qui se sentait offensé, ni de désapprobation des excès des frères Scoton? Eh bien, quand on examine toute la documentation qu'on va voir, il semble que Pédis ait préféré, et avec raison, agir en privé et se taire en public, parce qu'il tenait quand même à cette presse intransigeante. On l'avait déjà vu, ça. En réalité, une seule parole de lui, qui aurait été interprétée comme une désapprobation de l'Aris Cosa, étant donné la tension des esprits et la haine qui se développait contre elle, eh bien, on aurait déterminé immanquablement la fin. Or, Pédis y tenait à cette revue. Et en effet, avec l'Aris Cosa, qui en était la sentinelle avancée, c'est toute la presse de ce même type qui aurait pu succomber. Donc, c'est la conclusion que, justement, Pédis voulait éviter à tout prix, tout en sachant que les modernistes, les libéraux et ceux qui avaient des tendances libérales visaient justement celle-ci. Donc personne ne pourra dire que Pédis n'avait pas vu clair et que sa ligne de conduite n'était pas juste ni justifiée. Alors on en vient maintenant donc aux documents qui font l'objet de cette étude, Milan, la controverse sur l'imputation de modernisme faite par l'Aris Cosa. Il y a d'abord un rapport du cardinal Ferrari au Saint-Siège sur le modernisme à Milan. Vous verrez, c'est mon avis, mais que les termes utilisés par le cardinal Ferrari sont mous. On sent qu'il y a un manque de vigueur là, dans son rapport. À plusieurs moments, on se rend compte de cela, dans les termes utilisés, par exemple. Donc ce rapport, il est du 10 janvier 1909. L'encyclique Pascendi du 8 septembre 1907 se terminait en prescrivant certains remèdes à utiliser contre le modernisme. Et il ordonnait qu'un an après la publication de l'encyclique, les ordinaires envoient un rapport sur ce qui avait été fait à ce sujet. D'où ce rapport du cardinal Ferrari, qui a un petit peu tardé, puisqu'il date de plus d'un an après l'encyclique. Le cardinal Ferrari envoie donc ce rapport le 10 janvier 1909. Et ce fut le cardinal Delay qui en avertit le pape et qui répondit. Réponse qu'on verra la prochaine fois.
Réponse du cardinal Delay. La même encyclique, parmi les remèdes à utiliser contre le modernisme, ordonnait également que dans chaque curie diocésaine, on institua une commission de surveillance, une commission de vigilance, qui se réunirait tous les 2 mois. Donc le cardinal Ferrari va joindre à son rapport, que l'on va voir, le procès-verbal de la seconde réunion de la commission de surveillance, que l'on va voir également, et qui s'était tenue le 18 décembre 1908. Alors ces 2 pièces ouvrent un dossier qui est volumineux et qui existe à la Sacrée Congrégation Consistoriale concernant le modernisme à Milan. Il en résulte qu'il y avait bien des cas de modernisme, même dans la métropole lombarde. Non seulement dans le milieu laïque cultivé, mais aussi dans le clergé. Et qu'il y avait surtout, selon l'aveu de l'archevêque, des personnes à tendance moderniste qui, dans un certain sens, étaient les plus dangereuses, parce qu'elles présentaient les erreurs sous une forme plus douce et insidieuse. Voilà le rapport donc du cardinal Ferrari. Il commence par appeler l'encyclique Pascendi une encyclique vénérée et vraiment providentielle. Il affirme ensuite que le clergé milanais ne s'est pas montré favorable au mouvement réformiste moderne. Et, ajoute-t-il, si dans quelques cas mineurs, certains montrent des opinions différentes, les erreurs importantes ont cependant toujours été réprouvées et condamnées par tous. L'erreur moderniste claire et ouverte est fuie et haïe. Les condamnations pontificales ont ouvert les yeux de certains qui frôlaient, et peut-être un peu plus, certaines théories peu saines. Vous voyez, les termes ici, certaines théories peu saines, j'aime pas beaucoup, hein, pas très direct. Qui frôlaient, et peut-être un peu plus. Vous voyez, c'est pas franc. Le nouveau journal L'Unionnais, qui pendant quelque temps a donné l'hospitalité à des écrits qui pouvaient ne pas plaire, vous voyez là aussi cette expression, a renoncé en général à traiter de sujets théologiques, reconnaissant aussi l'incompétence de ses rédacteurs. Certains prêtres ont dû pendant quelque temps s'unir dans un cercle de culture, mais qui fut abandonné suite à des aspirations de certains qui n'étaient pas entièrement bonnes. Là aussi, l'expression est curieuse. Hein. Un autre cercle de culture continue à Gallarate et fonctionne jusqu'à maintenant de façon louable, sous l'œil vigilant d'une personne compétente et possédant une très saine doctrine, chargée de cela par l'archevêque. Le cas de prêtres expérimentés ou âgés qui accusaient certains clercs ou même d'autres prêtres âgés ne fut pas rare, mais il fallait avoir raison des paroles rhétoriques faciles et des accusations non prouvées. Le cas le plus grave fut celui du père Gazzola, barnabite, connu déjà depuis un certain temps, connu du Saint-Office. Il y a 5 ans, il fut très sévèrement réprimandé. On lui interdit de prêcher en dehors de sa paroisse. Il y a 2 ans, il fut destitué de sa charge de curé, puis fut envoyé par ses supérieurs à Crémone. Il faut cependant déplorer que l'on ait imprimé ces jours derniers à Milan, sans les soumettre à la censure ecclésiastique, certains de ces sermons parsemés çà et là d'erreurs modernistes. Dès que je m'aperçus qu'on les distribuait gratuitement,
à ceux qui faisaient des dons destinés aux victimes du tremblement de terre, je menaçais de condamner publiquement cet opuscule si ceux qui s'étaient occupés de l'imprimer ne donnaient pas l'assurance qu'il serait retiré et que ne seraient plus distribués en aucune manière les exemplaires déjà imprimés. J'en eus l'assurance de la part du père Barnabite, prévôt de Saint-Alexandre, mais il faudra voir si la parole donnée sera tenue. Jusqu'à maintenant, je me suis abstenu d'un acte public afin de ne pas faire de réclame à un écrit qui peut faire du mal. Parmi les laïcs, au sujet du modernisme, il déplore que certains jeunes gens de grandes familles milanaises se soient laissés séduire d'abord par de vagues et étranges idées religieuses, puis par de véritables erreurs modernistes. À cela, à ces laïcs, on doit la fondation du Rinnovamento, périodique infesté par ces erreurs, et qui est déjà affaibli, mais dont on ne peut savoir s'il va cesser sous peu. Il fut condamné expressément, avec la prescription de peine canonique, et on considère qu'à Milan, il a peu de lecteurs. Il y eut encore l'an passé certaines tentatives de lecture religieuse moderniste, fogazzarienne, donc du père Fogazzaro, et des tentatives d'association pour des études religieuses. Mais leurs auteurs et leurs promoteurs ont retiré leurs projets devant les menaces de l'autorité ecclésiastique. Deux autres périodiques, la Tribuna Sociale et Pensiero ed Azione, se donnaient encore des allures modernistes. Le premier, la Tribuna, était l'organe des démocrates chrétiens, qui se déclarèrent ensuite autonomes par rapport à l'autorité ecclésiastique. L'autre était l'organe d'une certaine fédération féminine qui était bien en accord avec les soi-disant autonomes. Cependant, l'un et l'autre cessèrent d'exister au milieu de l'année dernière. Avec la lettre collective des évêques lombards, nos populations furent mises en garde contre les dangers de la mauvaise presse, surtout de celle qui répand le modernisme, et donc furent données à la réprobation publique plusieurs revues, Il Rinnovamento, qui avait été déjà condamné, Cenobium, Nova et Vetera, Battaglie d'Oggi, Azione Democratica et Giornale d'Italia. Et leur lecture en fut interdite au clergé. Il sembla superflu d'étendre plus amplement la censure, mais on pensa à avertir les fidèles de bien se garder des aberrations qui pourraient paraître mineures, et on parla d'action catholique telle que l'a voulu le Saint-Siège, fondée dans la charité et la justice. Les séminaires diocésains continuèrent d'être toujours l'objet principal de mes soins. Quant aux études, le caractère saint et la romanité de la doctrine sont garantis, non seulement par les textes étudiés, mais aussi par la pureté de pensée de tous les supérieurs et professeurs. Alors, dans quelques collèges, il y eut des désordres. Uniquement dans le collège de San Giuseppe in Monza, deux prêtres se déclarèrent modernistes. L'un d'eux se reprit et fut mis à l'épreuve dans un autre collège. L'autre, malheureusement, en même temps que sa foi, abandonna aussi l'habit ecclésiastique. Donc il défroqua. Enfin, pour compléter ce rapport, donc qui était exigé, je le rappelle, par l'encyclique Pascendi, qui demandait cela
à tous les évêques, un an après. Pour compléter ce rapport, le cardinal Ferrari joint copie de la deuxième réunion de la commission de vigilance ou de surveillance. Tout ce qui rapporte le cardinal Ferrari concernant le journal de pénétration L'Unionnais est d'un intérêt particulier pour les développements de la question. Pidis lui avait dit de, je cite, bien traiter ceux de l'Unionnais. Mais il avait insisté sur le fait qu'il devait se corriger de 4 défauts qu'il indiquait, qu'on va voir un petit peu plus loin. Alors, le cardinal reconnut que la direction du journal, invitée à faire ces changements, ne répondit que peu, à l'exception d'un seul point, sur les 4. Donc avec la lettre du cardinal Ferrari et la copie de la deuxième réunion de la commission de vigilance, on connaît au moins en partie la situation du modernisme à Milan. Un an après Pascendi, environ 2 ans avant la bruyante controverse suscitée par la Riscossa en décembre 1910, au moins en partie, car en réalité nous avons aujourd'hui des preuves certaines que le mal avait des racines plus profondes et des proportions plus vastes. Déjà en 1906, Paul Sabatier, éminent entre guillemets moderniste, après avoir fait un voyage dans le nord de l'Italie, écrivait le 6 août à Loisy en informant de la grande influence de ses écrits en Italie. Et il parle de Turin, Novare, Bergame, le sillon clérical, et de Milan. Voilà ce qu'il dit. À Milan, vous avez peut-être su que nos amis vont fonder une revue. Un demain italien, le Rinnovamento, pauvre Pidis. J'ai trouvé Fogazzaro, lui aussi en très bonne santé physique et morale, plein de virilité et de volonté de vaincre. C'est pour ça que le rapport du cardinal Ferrari, il est quand même, comme je dis tout à l'heure, là, il y a un instant, il y a des preuves certaines que le mal avait des racines plus profondes que ce qu'il rapporte. Tout ce mouvement, fin 1908, non seulement ne s'était pas éteint, mais au contraire avait augmenté. Et Rome devait en être suffisamment informée. Alors, lors de la deuxième réunion de la commission de vigilance, est dressé un procès-verbal. Les événements survenus sont rappelés. La Tribuna Sociale a cessé définitivement ses publications. De même, le périodique féministe Pensiero ed Azione. On note que la Lega Nazionale autonome a établi plusieurs centres d'action, dont un à Milan, et qu'elle veut publier une lettre inspirée de Fogazzaro, dans laquelle on tient compte de l'élément religieux sans pour autant avoir aucune dépendance envers l'autorité. Il est prié aux membres de la commission d'y veiller. Le cardinal Ferrari rappelle que Il Rinnovamento continue ses publications. Cependant, dit-il, il est peu diffusé à Milan, mais des professeurs de l'académie, qui écrivent dans ce périodique, contraignent leurs propres élèves à lire leurs travaux personnels dans ce périodique pour en tirer des sujets de rédaction pour les examens. Il parle de plus de la venue du père Murri à Milan, mais qui y trouve peu de sympathie. Ayant fait ensuite la distinction entre moderniste et modernisant,
Et là, c'est quand même un peu surprenant, cette distinction. C'est-à-dire des personnes à tendance moderniste. Il affirme que si les modernistes sont assez peu nombreux à Milan, on y trouve cependant des personnes modernisantes. Donc, si elles sont modernisantes, elles sont modernistes. Enfin, il demande donc avec insistance aux membres de la commission s'ils connaissent des personnes, des périodiques, des livres infestés de telles erreurs. Et les membres de la commission ne savent pas indiquer d'autres publications que celles déjà citées et connues. En ce qui concerne les personnes, on donne un certain nombre de noms de prêtres plus ou moins infestés par le modernisme. Le cardinal Ferrari ouvre ensuite la discussion sur le journal L'Unione, puisque le cardinal Ferrari assistait à cette seconde réunion. Il ouvre la discussion sur le journal L'Unione et dit que lors de sa visite à Rome, il demanda au Saint-Père ce qu'il fallait en penser et ce qu'il fallait faire pour ce journal. Alors il expose que le pape lui a dit, on l'a vu tout à l'heure, de bien traiter ceux de l'Union. Il a montré cependant qu'il voulait aussi qu'il se corrige, principalement des 4 défauts suivants. D'abord que dans ce journal, on donne trop peu de place à la religion et aux nouvelles concernant l'Église et son chef visible, le souverain pontife. Deuxième défaut, le Saint-Siège veut que l'on abandonne tout à fait la lubie d'un groupe catholique au Parlement italien, parce que cela serait dangereux et compromettant pour le Saint-Siège lui-même et aurait pour conséquence d'attiser la lutte contre l'Église. Il désire pourtant que soit sauvegardé le principe du non-expédite, il ne convient pas, malgré les exceptions partielles qui sont accordées à ce principe. Troisièmement, le Saint-Siège veut que le journal non seulement fuit le modernisme, mais aussi qu'il le combatte. Il ne s'agit pas seulement, en effet, de fuir, mais de combattre. Il veut, quatrièmement, il veut aussi que l'on s'occupe avec plus de soin de la revue des livres, revue de livres qui se fait dans ce journal, parce qu'elle laisse passer beaucoup d'erreurs. Donc publicité pour des livres qui laissent passer beaucoup d'erreurs. Voilà les 4 points qui étaient demandés. Et le cardinal Ferrari se plaint ensuite qu'à ces observations, qu'il s'est empressé de communiquer au directeur de l'Unione, il se plaint que la direction, le journal lui-même, n'a que peu répondu, ne s'amendant qu'au sujet de la lubie d'un groupe catholique au Parlement. Alors il demande à la Commission quelles mesures on peut adopter. Monseigneur Comi, Monseigneur Comi, et non pas Gomi, Monseigneur Comi, et d'autres vont alors remarquer qu'on doit exclure le projet de créer un autre journal, et le cardinal Ferrari, à ce propos, rappelle que Pie X, dès qu'il fut élu pape, lui recommanda vivement que les 2 journaux catholiques de Milan, l'Osservatore et la Lega Lombarda, s'unissent en un seul. Et cette recommandation du pape, elle sera réalisée quelques années plus tard. Il ajoute que si les prêtres influençaient le journal en tant qu'actionnaires, ce serait une bonne mesure, mais malheureusement, le cardinal se plaint que sur 3500 actions, 400 seulement sont entre les mains des prêtres. Il recommande donc que le clergé s'intéresse davantage au journal pour l'améliorer. Et Monseigneur Comi observe que si à Milan il y a une bonne administration respectant la religion,
cela est dû au journal catholique. Et puis l'autre mesure consistant à mettre un prêtre de confiance parmi les rédacteurs de l'Unionnais est aussi discutée. La discussion se prolonge lors de cette réunion en manifestant la pensée commune que ce journal doit se conformer aux directives pontificales sans pour autant perdre son caractère de journal pour famille chrétienne et ne pas devenir exclusivement un journal pour le clergé. Et ainsi se termine cette deuxième réunion. Nous verrons la prochaine fois la réponse du cardinal Delay, donc au cardinal Ferrari. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.